Bienvenue à tous, ravi de vous avoir pour cette deuxième session en mode distanciel, parce qu'on les réalisait quand même très bien avant en physique, et on a hâte de reprendre nous aussi en mode physique, mais c'est l'occasion de faire un concentré là sur cette matinée, de plein de sujets, et de switcher d'une salle facilement à l'autre. Donc, c'est nos idées de la Proxy Team 2021 et on va balayer dans cette matinée un certain nombre de sujets qui touchent sur le domaine d'activité d'Apogea et quelques sujets sur la partie plus infra et cloud dont vous allez suivre une des sessions sur la partie sécurité animée par un de nos éminents partenaires qui assure avec l'ensemble de la gamme WatchGuard et son équipe tous les éléments de sécurité qu'on déploie chez nos clients et il va nous expliquer un peu la problématique de la sécurité, surtout actuellement. Donc le salon, il est 100% digital. Vous avez vu qu'il y avait 3 parties. Et donc nous, on va être sur cette partie IT. Vous pouvez vous inscrire pour prendre des rendez-vous d'experts et échanger avec les équipes. Et donc vous allez sur le salon correspondant et vous pouvez prendre date. Il y a 16 conférences sur la matinée qui ont déjà bien commencé et des stands. Vous pouvez aussi aller échanger à défaut de prendre un rendez-vous complet. Voilà. Donc ça, c'est un peu notre contexte. Vous connaissez, je pense, à peu près tous la Apogea, juste avant de présenter Pascal. Apogea sur la partie gestion, Sage, Dynamics, toutes les applications métiers, de plus en plus de briques d'ailleurs, cloud pour gestion des congés, gestion des notes de frais et autres. Axido, nous, on fait toute la partie accompagnement client sur l'infra et le cloud aussi, mais sur de l'infra cloud Azure 365, partie Power Apps qui est un peu transverse avec les deux entités. Et on parlera un peu de ça dans une session qui est à 11h. Je fais un peu de pub pour la prochaine session. Pascal, remets-nous ta slide que je te présente. Voilà, c'est notre interlocuteur privilégié avec d'autres personnes qui sont autour de la table. Voilà, Fanny se sentira concernée. Et donc, Pascal va nous présenter la problématique là aujourd'hui vue avec l'angle de WatchGuard, mais qui est également celle que nous on met et qu'on décline chez nos clients sur ce qui est les problèmes de cybersécurité liés à notre nouvel environnement du télétravail. Voilà, donc Pascal, je te passe le dossier. Ah oui, moi, il faut que je me présente aussi. Il y avait ton slide avec toi dessus. Voilà, désolé. On ne se lance pas tout de suite. Et donc Rémi Charin, en charge de la partie commerciale de cette branche infra et cloud, et du développement de ces nouvelles offres, avec ces offres de sécurité en particulier, qui pour nous est un axe fort, parce que, comme vous allez le constater, vous en avez déjà fait un peu la découverte de cette élévation de la menace sur la session précédente, avec notre ministère de l'Intérieur. Donc là, c'est avec notre ministre de la Sécurité et WatchGuard. Vous verrez comment, effectivement, la problématique s'est sacrément complexifiée et qu'il faut mettre en place des solutions, un peu comme sur une voiture, là, c'est les petites voitures de Mario Kart, un peu comme sur une voiture, c'est un confort, c'est des services, c'est tout ce qui porte aux applications métiers, mais il faut aussi les ceintures de sécurité, les airbags, et c'est cette sécurité qu'on va mettre. Voilà. Merci pour cette intro. Merci Pascal de prendre le relais. Donc bonjour à tous.
Je vais vous faire donc une présentation sur la cybersécurité et particulièrement sur la cybersécurité et le télétravail. Alors, vu qu'il y avait une conférence avant, je vais peut-être redire un petit peu quelques bricoles dans mon intro, mais vu que je ne l'ai pas vu, je ne sais pas ce qui s'est dit exactement. Je pense qu'on doit dire à peu près la même chose sur l'augmentation de la menace. J'ai quelques slides d'introduction sur ce sujet. Mais ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est d'appliquer ça au télétravail, de voir ce qu'il y a à faire sur les différents plans, et puis de parler un peu technologie pour combler un peu les failles qu'il peut y avoir sur ce sujet-là. Vous avez le chat si vous voulez poser des questions en cours de route. Sinon, je pense que vers la fin, on essaiera, si je ne suis pas trop bavard, d'ouvrir les micros et puis de discuter. Dis-moi si je me trompe, Rémi. Et puis, Oui. puis c'est parti. Donc effectivement, je pense que c'est ce que vous avez eu la session d'avant. On est en pleine explosion des cyberattaques. On a notre ministère de la Défense qui en a parlé il n'y a pas très longtemps en reprenant une statistique de l'ANSSI qui est une multiplication par 4 des cyberattaques et des cyberattaques en France. Hein. On a souvent le tort de prendre des statistiques internationales et puis on ne regarde pas ce qu'il en est chez nous. Ça peut laisser croire que ça se passe ailleurs et pas chez nous. Bien au contraire, la France est particulièrement visée et l'augmentation des cyberattaques la concerne directement. Donc ça, c'est une statistique de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Si vous ne la connaissez pas, eh bien, on commence très mal la présentation. Je vous recommande d'aller voir leur site, de voir ce qu'ils publient. Il y a énormément de choses intéressantes, et notamment en termes de pédagogie, en termes d'évangélisation, de sensibilisation sur la sécurité. Vous avez plein de choses à ce sujet. Donc voilà, je reprendrai d'ailleurs un autre rapport de l'ANSSI un peu plus loin dans la présentation qui concerne le télétravail par rapport au bureau à distance. Donc voilà, il y a plein de ressources au sein de l'ANSSI et ces statistiques qui sont basées sur des déclaratifs et des choses qu'ils constatent tous les jours, puisque l'ANSSI intervient aussi pour aider des entreprises et des collectivités qui se sont fait attaquer, donc qui sont vraiment dans le cœur du sujet. Si on veut pas croire nos ministres et gouvernements, on a une autre façon de voir que les attaques ont explosé en France. Ça, c'est un petit florilège d'attaques qu'on a, nous, mis de côté à chaque fois qu'elle est médiatisée dans la presse. Donc, c'est pas juste des logos qu'on a mis comme ça sur une page, vous avez l'article de presse qui va à chaque fois associé à l'attaque qui concerne l'entreprise en question. Donc, en juin de cette année, on en a référencé 27 qui ont été médiatisés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu que 27 cyberattaques, ça veut dire qu'il y en a 27 qui sont passées dans la presse. Il y en a bien entendu beaucoup plus qui ont eu lieu. Une trentaine en mai, une quarantaine en avril. Donc, vous voyez, c'est des entreprises en France, entreprises, collectivités, vous voyez, il y a des villes, des universités, il y a vraiment de tout type. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut avoir à l'esprit. Hein. Il n'y a pas une cible particulière aujourd'hui des pirates. Leur cible, c'est ce qu'ils arrivent à attaquer, tout simplement. Donc, ça peut être une TPE, une PME, une mairie, ça peut être la PHP, comme vous l'avez vu plus récemment, j'en reparlerai. Et donc ça, nous, on essaye de tenir un petit peu la liste de ce qui se passe en France pour voir comment ça évolue. Et on est vraiment arrivé à un niveau, de toute manière, industriel de la menace. On expliquera pourquoi. Si on remonte encore un peu plus, ça donnait aussi ça. Donc vous voyez que ça fait vraiment 2 ans que ça explose vraiment, un peu avant le Covid, je dirais. Il y a toujours eu des cyberattaques. C'est juste que le domaine de la cybercriminalité, en fait, s'est renforcé, entre guillemets, s'est organisé. On appelle ça, on trouve souvent le nom d'industrialisation dans le domaine parce que c'est un peu le cas. Je dirais même professionnalisation, tout simplement. Les groupes de pirates sont de plus en plus professionnels, de plus en plus organisés. Et on le voit bien dans les conséquences, quel que soit le type d'entreprise. Je tiens vraiment à insister dessus. C'est pas parce que vous êtes une TPE, une petite PME que vous êtes à l'abri. Bien au contraire, c'est facile de vous attaquer, c'est facile de vous pirater. Et même si la rançon
sera peut-être moins importante, ils ont des chances de la récupérer, donc ils vont essayer tout simplement. Alors si on regarde, comme on avait arrêté le slide en juin 2021, j'en ai rajouté un quand même pour pas vous faire croire que ça s'est arrêté avant l'été et qu'il n'y en a plus depuis. Je pense que vous en avez vu récemment avec l'attaque sur la PHP, avec le vol des données sur les gens qui ont été vaccinés. J'aime beaucoup cet exemple aussi parce que le pirate est français et qu'on a tendance à penser que les pirates ils sont russes ou ils sont chinois. Non, il y a des pirates aussi en France. Donc, et en l'occurrence, la revendication pour ce vol de données était un anti-vax qui voulait montrer que justement ce recueil de données est faillible et dangereux. Donc ils ont tous des raisons différentes. On a aussi eu plus récemment la société Solware qui s'est fait pirater. J'ai mis ce cas de figure tout simplement parce que en piratant une société comme celle-ci qui a énormément de clients qui sont de tout type et beaucoup de TPE, ils ont non seulement touché la société en question, mais également leurs clients. Donc, vous voyez que maintenant, ça se fait même par rebond. J'ai un de mes collègues qui a voulu réparer sa voiture. Il a dû attendre la pièce pendant 1 mois parce que le garagiste avait été touché justement par cette attaque. Donc, ça nous touche directement, hein. Et puis le troisième cas qu'on a eu récemment, qui est un assureur qui s'est fait pirater. Alors, je ne sais pas qui va assurer en cybersécurité l'assureur, mais on voit bien que personne n'est à l'abri pour le coup. Je crois qu'il y a un micro qui n'est pas coupé. On n'entend pas beaucoup, mais. Les attaquants sont toujours les mêmes. Après, le ratio concernant la nature de ces attaquants change un petit peu. On avait beaucoup de cybercriminels seuls il y a 10 ans. Aujourd'hui, ils sont moins nombreux, ces cybercriminels qui sont tout seuls. On trouve plus on a une très très forte augmentation des groupes organisés et avec des outils. Et à vrai dire, quelque chose qui n'est pas dans ce slide et qui est important de comprendre, c'est que on se retrouve maintenant avec des groupes organisés, d'ailleurs comme le groupe d'avant qu'on a vu, Conti. Ce sont des groupes qui vont définir l'attaque, qui vont avoir la créativité de l'attaque avec tout le déroulé, les étapes, en quelque sorte la recette de comment attaquer l'entreprise. Et ces outils, cette façon d'attaquer, ils vont le revendre à d'autres pirates qui vont être en fait des franchisés. C'est un vrai système de franchise. Et ensuite, ils vont se partager les rançons. Le franchisé va prendre une partie de la rançon qu'il va avoir et va reverser une partie de cette rançon au groupe qui lui a permis de faire l'attaque. Donc, vous voyez à quel point c'est organisé et industriel. On voit même en ce moment, je voyais ça il y a 2 jours, certains groupes de pirates qui se font concurrence en essayant de baisser justement ce partage en disant je vous laisse 90%, je prends que 10%. Donc ils se font même concurrence sur ces ratios pour essayer de gagner plus de franchisés par rapport à d'autres groupes de pirates. Donc on voit cette concurrence pour prendre le marché de la cybercriminalité partout dans le monde en fait. Et en France, on le voit effectivement particulièrement bien. Tout ça, chez WatchGuard, c'est des choses qu'on constate dans le monde et qu'on constate nous localement, hein, dans les entreprises françaises, on voit ces piratages se faire et pourquoi ils sont rendus possibles. Donc c'est des choses que justement je veux aborder, notamment par le biais, on verra par le biais du télétravail. Les motivations, c'est assez simple, je vais aller vite, hein, c'est bien souvent le gain financier. Gagner de la capacité d'attaque, mais qui servira à augmenter les gains financiers. Gagner de la capacité d'attaque, c'est tout simplement, on va attaquer une PME qui servira de plateforme pour attaquer, parce que la PME est sous-traitant, pour attaquer le groupe qui va avec. Alors, je ne veux pas vous laisser penser que c'est l'autre entreprise qui est forcément ciblée. La PME elle-même peut être attaquée pour une raison de gain financier direct, hein, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, on voit beaucoup, on l'a vu avec Emotet, on l'a vu avec, qui est une plateforme qui est un peu morte pour le moment, mais il y en a plein d'autres. Ce que font souvent des pirates, c'est dans un premier temps ne pas demander de rançon, ne pas chiffrer toutes les données, mais tout simplement prendre en contrôle le réseau pour pouvoir augmenter leur puissance d'attaque le moment venu, le moment où ils en ont besoin.
Donc ça, c'est parce qu'on parle souvent des ransomware. Le ransomware, gardez à l'esprit que en fait, c'est la fin de l'attaque. Peut-être vous êtes déjà attaqué, peut-être le pirate a déjà pris la main de votre infrastructure, mais il ne fait rien pour le moment, tout simplement parce qu'il n'en a pas besoin tout de suite et qu'il en aura besoin un peu plus tard. Le vol de données, bien entendu, des dénis de service, enfin tout ça, donc pour soit du gain de puissance, soit du gain financier. En France, les statistiques, on a à peu près 25% des entreprises qui opteraient pour un paiement de la rançon, malgré le fait que tout le monde dise ne payez pas, ne payez pas. Pourquoi il y en a? Tout simplement parce que mettons-nous 2 secondes à la place d'un dirigeant qui a vu toute son entreprise se faire capturer, parce que c'est le terme, hein, par un pirate. Notez bien que les attaques, c'est plus une seule machine qui a été chiffrée et piratée, sur lequel on va vous demander une rançon. On en est arrivé au stade où, quand le pirate vous attaque, ce qu'il cherche à faire, c'est vraiment capturer l'ensemble de l'infrastructure, l'ensemble des machines. Et c'est seulement à l'issue qu'il va bloquer ces machines, les chiffrer les données et demander la rançon. Ce qui fait que le dirigeant d'une PME qui s'est fait pirater va se retrouver avec des centaines de machines inutilisables. Et effectivement, la tentation est quand même assez forte de payer pour pouvoir récupérer toute l'infrastructure plutôt que d'avoir à tout remonter, y compris si les sauvegardes ont été piratées et qu'il n'a plus rien. Donc bon, ça explique les 25%, sinon on pourrait se dire: «Il n'y a aucune raison de payer, on ne paye pas, et entre guillemets, on se débrouille». Mais c'est pas si simple, malheureusement. 40% des entreprises ne récupèrent leurs données après une attaque. Donc ça veut dire qu'il y en a un paquet qui ont une perte nette qui suit l'attaque. Là, on parle des données, mais il faut aussi compter, bien entendu, le temps de production qui n'est pas effectué, les pertes financières liées aux problèmes de réputation. Typiquement, si on voit Solware, hein, par rapport à ses clients, forcément a eu un problème de confiance vis-à-vis de ses clients, et c'est une perte financière qui va avec, forcément. Donc voilà un peu pour les statistiques. Là, je vous ai mis des gains financiers, hein, un ransomware comme Avadon, rien qu'au mois de mai, ils ont fait $1 million. Donc vous voyez tout de suite pourquoi il y a du monde qui sont prêts à se lancer dans la cybercriminalité. Je le dis souvent, et c'est vrai depuis déjà de nombreuses années. De toute manière, la cybercriminalité fait plus d'argent que la drogue aujourd'hui dans le monde, tout simplement. Donc forcément, ça attire. Comme on dit souvent avec mes intégrateurs, on s'est trompé de métier peut-être, mais bon, c'est comme ça. Non, non, nous, on sait très bien pour quelle valeur on se bat, et on est sûr de notre choix. Alors, une petite statistique quand même qui n'est pas française. Vous avez sans doute entendu parler de Colonial Pipeline, qui est une société de pipeline américaine qui s'est fait attaquer et qui aurait versé 4 millions de dollars. Bon, ils ont pas confirmé, donc je mets ça au conditionnel, mais ça fait quand même une petite somme. Venons-en du coup au sujet. Dans ce contexte d'augmentation de la cybercriminalité, et dans ce contexte du coup de pandémie et de passage en télétravail massif de millions de personnes, une chose est sûre, c'est que les failles sont encore plus faciles à exploiter par les pirates, pour plusieurs raisons. Il faut réaliser que le télétravail, si on ne le fait pas bien, peut être un maillon faible. Et dans le contexte du Covid encore plus. Le Covid a fait passer des gens en télétravail, et donc dans des environnements qui sont potentiellement moins sécurisés que le réseau de l'entreprise. Et puis le Covid, ce deuxième sujet, est en tant que tel un sujet de cybercriminalité, puisque une des méthodes qu'utilisent les pirates bien souvent pour attaquer, c'est d'envoyer ce qu'on appelle du phishing, du hameçonnage, sur un sujet qui peut intéresser les gens. Et donc c'est vrai que pendant la pandémie, on a vu énormément d'exploitation du sujet du Covid pour essayer de pirater sous tous les axes possibles. Là, ce que je vais regarder, c'est cette bascule des employés en télétravail.
On se plaignait souvent avant que malheureusement des utilisateurs du réseau faisaient un peu comme s'ils étaient chez eux avec Internet. Bah là, on se retrouve dans une situation où ils sont effectivement chez eux pour utiliser Internet et accéder au réseau d'entreprise. Donc, il y a tout un tas de problématiques qu'il va falloir prendre en compte et que je vais essayer de discuter dans cette présentation. Donc, le télétravail vis-à-vis de la cybersécurité, c'est un enjeu majeur. Alors déjà en termes d'organisation, mais ça, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, hein, c'est beaucoup plus compliqué de gérer une structure quand tout le monde est en télétravail, que ça soit à temps plein ou partiel. Savoir qui a la responsabilité de pouvoir diffuser les bonnes pratiques. Et là-dessus, si vous avez mis des employés en télétravail, très clairement, pour le télétravail, il y a des bonnes pratiques spécifiques qu'il faut suivre. J'en donnerai quelques-unes dans la présentation, mais ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Si vous aviez déjà fait ce travail de sensibilisation de sécurité au sein du réseau, ce travail de sensibilisation de sécurité dans un contexte de télétravail doit être différent, ou du moins doit apporter encore d'autres bonnes pratiques, d'autres choses à compléter. Et ce qu'il faut arriver en fait à faire, et je sais que c'est pas simple, c'est vraiment d'avoir cette culture sécurité, cette culture cybersécurité au sein de l'entreprise pour que les gens aient vraiment conscience qu'ils sont une cible et qu'ils peuvent mettre à mal l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Pour ce faire, il faut diffuser alors de manière structurée ou non, c'est pas la question, mais il faut diffuser, communiquer ce qu'on appelle la politique de sécurité, ce que vous autorisez vos employés à faire, ce que vous n'autorisez pas vos employés à faire dans la pratique du télétravail. Et ça, tout ça passe par la communication. Quand utiliser du VPN, comment s'authentifier, avec quoi, quelles sont les applications métiers, les applications à ne pas utiliser, où stocker les données. Par exemple, une tentation est souvent forte. Elle était déjà quand il n'y avait pas de télétravail, mais en télétravail, c'est encore plus important, c'est d'utiliser par exemple des drives qui sont pas les métiers choisis par votre entreprise pour transférer de l'information, mais utiliser des drives gratuits par ailleurs pour diffuser des choses, donc des drives qui vont pouvoir être potentiellement piratés avec des virus dessus, etc. Donc, il faut vraiment bien communiquer comment vous voulez que les télétravailleurs travaillent, comment vous voulez gérer les données et les données confidentielles, hein. Des données confidentielles en télétravail, bah, ils arrivent sur un réseau qui est forcément plus faillible. Leur rappeler les réglementations, et le point important qu'il faut mettre en avant, c'est vraiment donner les moyens de la comprendre. Tout le monde ne parle pas cybersécurité, tout le monde n'est pas sensibilisé à ces domaines-là. Et du coup, quand vous avez beaucoup de télétravailleurs, faut vraiment y passer un peu de temps pour leur faire comprendre. Et je vais prendre d'autres exemples par la suite pour bien montrer là où le maillon peut être faible. Mais effectivement, le mot-clé, c'est sensibilisation des utilisateurs. Faire preuve de pédagogie, c'est pas simple. C'est ce qu'on essaie chez WatchGuard tous les jours, et c'est une vraie difficulté, puisque on s'adresse à des gens qui n'ont pas les mêmes niveaux d'information, déjà qui partent pas du même niveau. Donc, il faut arriver à se mettre au niveau de la personne pour la faire monter en fait en connaissance et en culture sur le sujet et en prise de connaissance, prise de conscience. Donc, communiquer les attentes en termes pour le télétravail en termes de disponibilité, ça a un impact conséquent sur la cybersécurité. Je vous prends juste un petit exemple. S'il n'est pas censé avoir des gens qui travaillent à 23 heures et que vous voyez des authentifications sur le réseau à 23 heures, bah, clairement, il y a peut-être des connexions à l'entreprise qui ne devraient pas avoir lieu et qui sont peut-être une attaque. Donc là, c'est tout un tas d'éléments qu'il faut communiquer aux télétravailleurs. Comment
comment gérer la réactivité des télétravailleurs, comment gérer les plateformes sur lesquelles ils vont travailler, qui ne sont pas nécessairement les mêmes quand ils sont, quand ils sont en télétravail que quand ils sont en entreprise. Je pense notamment aux bureaux d'accès distant qui vont avoir en télétravail, qu'ils n'utiliseront pas forcément quand ils sont sur le réseau d'entreprise. Quels sont les appareils qu'ils doivent et qu'ils peuvent utiliser quand ils sont en télétravail? On va reparler du PC Pro et du PC Perso tout à l'heure. Et puis signaler les incidents. On est en télétravail, on est chez soi, il y a un truc qui nous paraît curieux, il faut remonter ça à l'administrateur si on a un, ou à son prestataire, ou à Accido Apogea s'il y a quelque chose qui paraît très curieux sur le fonctionnement du réseau ou de la connexion au réseau. C'est pas parce qu'on est à la maison qu'il se passe des choses bizarres qu'il faut laisser faire. En termes de sensibilisation, typiquement chez WatchGuard, on a quelque chose qui peut aider, qui s'appelle DNS Watch, qui est un outil qui va bloquer la connexion à des sites malveillants. Mais qui va aussi permettre, quand un utilisateur clique sur un email d'hameçonnage, de lui mettre un petit message qui est paramétrable. Là, il est en anglais dans le slide, mais vous pouvez tout à fait le mettre en français avec la vidéo qui est en français, pour expliquer en 5 minutes c'est quoi du hameçonnage, pourquoi l'utilisateur s'est fait avoir, parce que c'est bel et bien ça, il a lu un mail, il a cliqué sur quelque chose qu'il ne fallait pas, donc on va lui expliquer. On va lui expliquer une fois, mais on va lui expliquer à chaque fois qu'il va cliquer sur un mail de hameçonnage. Comme vous le savez, hein, il ne suffit pas d'expliquer une fois à un utilisateur pour que ça soit rentré. Il faut la formation, c'est la répétition. Donc, on va le faire avec un outil de sensibilisation comme celui-ci qui est intégré à notre firewall. Donc, si vous avez des utilisateurs dans plein de langues différentes, d'ailleurs, cet outil, vous pouvez choisir la langue de la vidéo d'apprentissage pour l'avoir dans la langue de l'utilisateur en question. Si vous avez des sites à l'étranger, des choses comme ça. Quelque chose de crucial quand vous êtes en télétravail, c'est la séparation des sphères pro et perso. Alors, c'est pas du tout facile à faire, soyons clairs, mais c'est vraiment crucial. Les comptes, les mots de passe doivent être différents entre les 2 sphères. C'est un basique. C'est un basique, mais clairement, c'est pas fait dans la majorité des cas. C'est-à-dire que bien souvent, l'utilisateur, il a quelques mots de passe qu'il connaît. Il va utiliser les mêmes pour son Facebook ou pour son login Microsoft. Ça pose un vrai problème parce que s'il est piraté à titre perso, il va être piraté aussi à titre pro, et du coup, il va mettre l'entreprise à mal parce qu'il n'a pas fait cette séparation entre les 2 sphères. Séparation physique des usages. Une machine pro, c'est pour le pro, une machine perso, c'est pour le perso. Ça, c'est... Je sais que c'est difficile parfois à entendre parce que c'est pas toujours simple de fournir des machines pro à tout le monde. Alors surtout dans le contexte qu'il y a eu l'année dernière où ça a dû se faire très très rapidement. On n'avait pas forcément les matériels disponibles. Mais soyons clairs, hein, une machine perso, c'est une machine qui est utilisée par un utilisateur qui va à peu près n'importe où sur Internet. C'est une machine qu'il faut que vous considériez comme une machine déjà piratée. Si vous n'avez pas ça à l'esprit, vous allez faire des bêtises. Il faut partir de ce postulat. La machine perso, elle est déjà piratée. Et c'est pour ça que j'en viens là. On pourrait se dire oui, mais c'est pas grave, je vais pas mettre un VPN, donc j'aurai pas l'accès entre la machine perso et le réseau. Je vais juste mettre un bureau d'accès à distance. Oui, ok, mais s'il y a un keylogger sur la machine qui enregistre les mots de passe, vous ouvrez de toute manière l'accès au réseau. Et quand bien même, vous n'avez pas fait un VPN. Donc vous voyez, par des exemples très simples, que malheureusement, il faut être assez strict si on veut pas faire du télétravail un maillon faible. Autre bonne pratique qui sont des portes ouvertes, mais je défie quiconque de me dire qu'ils ont fait ça sur leur parc de télétravailleurs. Est-ce que les clés Wi-Fi dans les maisons de chacun ont été vérifiées comme un peu complexes, que c'est pas le nom du chien ou password 1, 2, 3? Est-ce que les box internet sont mises à jour régulièrement? Est-ce que vous voyez toute l'infrastructure de l'utilisateur, bêtement, si elle est faillible, vous allez construire par-dessus quelque chose de faillible et potentiellement déjà piraté, des portes d'entrée vers votre réseau. Donc il n'y a pas besoin d'être grand clair pour comprendre que si le pirate est déjà rentré dans l'infrastructure et à partir de cette infrastructure, vous ouvrez le réseau de l'entreprise va être en danger.
On a des clients, hein, ce qu'ils font carrément pour le télétravail, c'est que c'est eux qui fournissent les bornes Wi-Fi pour le télétravail, avec des bornes Wi-Fi qui sont capables on le fait chez WatchGuard, des bornes Wi-Fi qui sont capables de monter le VPN à l'entreprise. Ces bornes Wi-Fi sont managées par l'entreprise avec le mot de passe qui est renforcé, etc. Donc ça permet déjà de fournir une infrastructure chez le télétravailleur et ça permet aussi de la monitorer et de s'assurer d'un niveau minimum de sécurité à ce sujet-là. Chose bête, dans le domaine pro, on a déjà du mal à avoir des systèmes qui sont bien mis à jour, avec les mises à jour Windows qui sont faites, les mises à jour des différents équipements réseau qui ne sont pas toujours faits en temps et en heure. Bah, dans le perso, c'est pareil, il y a exactement les mêmes raisons. Si ce n'est pas fait en temps et en heure, c'est des raisons de plus, des vulnérabilités de plus qui vont être présentes chez le télétravailleur et qui vont mettre l'entreprise à risque. Alors, oui, on va pouvoir utiliser un VPN, bien entendu, pour la connexion à l'entreprise. Alors, je pense que vous avez compris mon propos. On mettra un VPN sur une machine pro, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que on ouvre un VPN, c'est un tunnel. On ouvre un accès possible de trafic entre le réseau du télétravailleur et l'entreprise. Ça ne fournit effectivement que l'accès à l'entreprise. Le télétravailleur pourra aussi accéder à ces applications qui sont dans le cloud. Elle, directement, passera pas forcément par le VPN. On pourrait. Mais là-dessus, je voulais faire un petit aparté de choses que j'entends malheureusement régulièrement d'utilisateurs qui n'ont pas la culture cyber, donc c'est pas de leur faute, mais qui vont se dire, bon, c'est pas grave, toutes les données, elles sont dans le cloud. Mon appli, elle est dans le cloud. Donc c'est bon, c'est sécurisé, c'est dans le cloud. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de, ce genre de commentaires. Mon utilisateur, là, il va s'identifier sur son application, il va accéder à son application, il va obtenir le droit de changer des choses, de récupérer des données. Donc, si mon utilisateur se fait pirater, par rebond, mon pirate a l'accès à mon cloud, tout bêtement. Donc oui, peut-être probablement les applis, le cloud est sécurisé lui-même, mais là, l'utilisateur, c'est une porte d'entrée vers ce cloud. Donc il doit lui aussi être sécurisé. Pas parce que le cloud l'est que l'utilisateur n'a pas besoin de l'être. Bien au contraire, il doit l'être aussi. J'ai une petite anecdote que je ressors très très souvent d'un avocat qui expliquait qu'il avait mis toutes ses données en cloud et qu'il était tranquille. Lui, dans son coworking, il gardait rien et du coup, il était sécurisé. Sauf qu'il se connectait à toutes ces applications à partir de sa machine et sur le réseau de coworking et que son réseau de coworking n'avait aucune sécurisation. Donc si son poste se fait pirater, son cloud se fait pirater, tout simplement. Et il ne l'avait pas compris. Du coup, il a été voir son contrat de coworking qui indiquait bien que la sécurisation de son espace de travail lui incombait. Donc, bon, si vous êtes en coworking, dans des espaces de coworking, vérifiez vos contrats. La plupart du temps, il n'y a pas de firewall, il n'y a pas de sécurisation, c'est à vous que ça incombe. Parce que c'est un des environnements de télétravail aussi qui existe. Donc, le VPN sur un PC d'entreprise maîtrisé et sécurisé, c'est vraiment crucial. Alors, le gros avantage du VPN, vous le connaissez tous, hein, une fois que vous êtes connecté, c'est comme si vous étiez sur le réseau de l'entreprise. Donc, pour un télétravailleur, c'est quand même extrêmement pratique puisqu'il va pouvoir utiliser les mêmes outils de la même manière que s'il était sur le réseau, avec la synchro de domaine, avec pour l'administrateur, l'utilisation des GPO, des scripts Microsoft et donc une administration entre guillemets assez facile. Et puis pour l'utilisateur, il a le même compte à utiliser partout, donc c'est assez simple. C'est vrai que le VPN, hormis le fait qu'il doit faire une première connexion, est quand même très pratique en termes de confort de travail. Cela dit, mettre un VPN ne suffit pas, pour une raison simple, je vais vous le faire en dessin. Vous avez votre utilisateur, votre réseau, votre VPN, et vous imaginez votre utilisateur qui va aller faire du téléchargement sur un site illégal avec des pop-up, des malwares qu'il peut récupérer en surfant sur ce site. Il va lui-même se faire infecter et il va, par rebond, infecter l'entreprise. Ces risques de rebond sont hyper communs. C'est un des vecteurs qu'utilisent les pirates
pour infecter l'entreprise, bien entendu. Un autre vecteur, c'est le vol de mot de passe du VPN. Si l'utilisateur a utilisé pour son VPN même mot de passe qu'il utilisait pour son Facebook, qui lui-même s'est fait pirater, eh bien, le pirate va pouvoir rentrer et se connecter en VPN. On verra qu'il y a des solutions. Il faut aussi monter le niveau de sécurité de ces accès VPN, notamment avec tout ce qui est authentification multifacteur. Et puis tout ce qui est email avec du hameçonnage, ce que j'appelle le phishing corona, je sais pas, acheter votre vaccin à pas cher sans avoir à le faire. Je crois qu'il y en a eu, il me semble, il y a même eu un procès là-dessus. Et toute autre arnaque autour du Covid, et pas que du Covid, on parle du Covid parce que c'est vrai que c'est un thème qui a été beaucoup utilisé par les pirates pendant 1 an et demi. Mais il y a aussi les thèmes classiques à la période des impôts, à la période du Black Friday, à la période de Noël, vous n'en faites pas. Moi, je reçois régulièrement, je ne sais pas si vous les recevez, des emails qui me disent que mon PayPal a expiré et qu'il faut que j'aille dessus. Bon, je ne clique pas dessus. Ou que, alors le pire du pire, c'est même pas le PayPal. Le pire du pire, c'est un mail qui me dit que mon abonnement Netflix n'est plus disponible. Ça c'est mal. Donc effectivement, il n'y a pas que le corona comme sujet. Et vous voyez bien que c'est autant de sujets qui font que l'utilisateur, pendant qu'il est en télétravail, potentiellement fait aussi autre chose. Il n'est pas que à travailler et va pouvoir infecter le réseau de l'entreprise. Ce qui veut dire qu'il faut sécuriser son VPN de plein de niveaux différents. Il faut mettre des règles VPN qui n'autorisent que ce qui est nécessaire. On voit souvent des configurations VPN où en fait tout est autorisé dans le tunnel VPN. Clairement pas. On parlait de politique de sécurité tout à l'heure. Il faut une politique de sécurité qui dise dans mon tunnel VPN, je vais avoir tel et tel flux métier qui est autorisé et uniquement cela, pas le reste. Déjà, en faisant ça, on va empêcher tout un tas d'attaques. Donc, il faut vraiment sensibiliser les utilisateurs par rapport à ces risques de rebond et également risque de rebond. N'oubliez pas que moi, à titre personnel, là, je suis en télétravail, je suis chez moi. Donc là, je suis sur mon PC pro. J'ai un PC perso sur le même réseau. Imaginez que je fasse des choses, que je me fasse pirater sur mon réseau perso. Il se trouve qu'ils sont sur le même Wi-Fi. Je n'ai pas encore mis des VLAN et des choses comme ça sur mon réseau perso. Je pourrais, à vrai dire, mais je ne l'ai pas fait. Et je travaille dans la cybersécurité. Donc, imaginez un télétravailleur lambda, son PC perso, son portable sur lequel il y a eu une infection, et sur le même Wi-Fi qu'une machine pro. Si la machine pro n'est pas suffisamment sécurisée elle-même, elle va elle aussi se faire infecter. Et du coup, on va à nouveau avoir une infection de l'entreprise par le VPN. J'espère que mon dessin il est bien fait. Oui, plutôt mais là, explicite. Ça devient explicite quand même là. Non, en fait, c'est hyper. Enfin, tu sais, c'est comme quand il y a une inondation, l'eau elle s'arrête pas en fait. Ouais, je comprends. Ouais, je pense. Ouais. Et d'où le fait de sécuriser le PC pro, de sécuriser son Wi-Fi, d'avoir quand même des bonnes pratiques du télétravailleur, y compris sur son PC perso, parce que moins il ira sur des sites potentiellement dangereux, plus il suivra des bonnes pratiques et les vases communicants font que c'est aussi l'entreprise qui bénéficie de cette, et j'en parlais tout à l'heure, de cette culture cybersécurité, parce que c'est bien cette culture qu'il faut inculquer aux utilisateurs. Et j'en profite pour faire une petite aparté. On commence à faire de plus en plus chez nos clients, ou ils font faire, il n'y a pas que nous qui opérons, des tests de phishing. Et donc, on utilise effectivement des infos du type votre comité d'entreprise, votre directeur. Enfin, ça n'a pas besoin d'être très très bien calibré pour atteindre une récupération de mots de passe qui est, et ça m'a plutôt stupéfait, entre 10 et 40% des mots de passe des utilisateurs. Voilà, donc, c'est pas étonnant. Donc le phishing est une méthode qui est maintenant assez efficace, et je pense que c'est pour ça qu'ils l'utilisent pour prendre la main sur des comptes. C'est 90% des attaques commencent par du phishing. 90%. Donc déjà, quand on a bien éduqué, sensibilisé les utilisateurs sur du phishing, on va baisser le risque déjà de manière assez conséquente.
Ça suffit pas, mais et c'est un l'autre des. élément, enfin, je ne sais pas si tu en parles après, mais ce qui va être le MFA, enfin, la double authentification. Ouais, j'en parle après, ouais, un petit peu. Ouais. Tout à fait. Ce qui fait que si, alors je ne connais pas tous les profils des personnes qui sont ici, mais si vous administrez votre propre firewall et que vous avez une règle comme celle-ci qui autorise les utilisateurs VPN à faire tout ce qu'ils veulent, une fois qu'ils sont connectés, eh ben surtout vous la supprimez et vous autorisez que les flux qui sont strictement nécessaires et vous activez tous les services de sécurité qui sont disponibles sur ces flux. Donc l'antivirus, la prévention d'intrusion, la sandboxing, enfin toutes les technologies qu'on peut avoir sur un firewall WatchGuard. Vous activez les logs pour avoir de la visibilité sur ce qui se passe. Il y a souvent, malheureusement, on voit des configurations où les flux VPN ne sont pas monitorés, donc ce qui rend vraiment aveugle l'administrateur sur des flux qui n'auraient pas lieu d'être. Et puis surtout, faites confiance à Proxy Team pour revoir votre configuration et puis en faire une qui tient la route. Ça, c'est vraiment important. On n'est pas tous experts cyber. S'adresser à la bonne compétence pour revoir ses configurations, revoir son infrastructure, avoir les bonnes pratiques, ça serait le premier conseil que je donnerais. Les pirates, ils ne sont pas tout seuls à attaquer, ils se sont groupés pour attaquer. Groupons-nous pour nous défendre. Je pense que c'est crucial. Donc effectivement, gardez aussi à l'esprit que probablement un certain nombre de mots de passe de vos utilisateurs sont déjà connus. Oui, je sais, c'est pas agréable à entendre, mais c'est un fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des failles de milliers de sites bien connus, pas tous les jours, mais presque. On découvre des bases sur le darknet de mots de passe volés régulièrement. Là, vous avez quelques exemples. Si vous avez un compte LinkedIn, il y a de fortes chances qu'il ait été piraté il y a quelques années. Donc ça, c'est des fuites qui sont indépendantes de votre volonté. Vous avez beau avoir toute la sécurité que vous voulez, avec un bon mot de passe. Si votre mot de passe il a fuité et qu'il faisait 50 caractères, votre mot de passe il sera connu. Donc on ne peut pas reposer toute sa sécurité sur la gestion des mots de passe. Et c'est pour ça que, tu le disais Rémi, il faut prendre en considération aujourd'hui des technologies comme le MFA, l'authentification multifacteur, qui n'est pas une remise en question du mot de passe. C'est juste que ça part du principe que le mot de passe n'est plus assez, n'est plus suffisant. Donc il faut d'autres critères d'authentification. Et l'autre critère d'authentification, dans le cas de Dotpoint, qui est l'application WatchGuard d'authentification multifacteur, eh bien, ça va être d'avoir un téléphone perso ou pro, voilà, comme celui-là, avec une application qui va valider la connexion à une ou des applications. Ça peut être pour le VPN. Je monte mon VPN, je rentre mon login et mon mot de passe et ça m'envoie un push sur le téléphone pour valider que c'est bien moi. Donc pour valider, je vais devoir mettre ma tête déjà, donc bon, ça renforce déjà bien, ou mon empreinte digitale, puis aller dans l'application, vérifier que c'est bien ma connexion et valider la montée du VPN. Ce qui fait que si un pirate a volé votre mot de passe, il n'aura pas l'application, donc il ne pourra de toute manière pas monter le VPN. Ça marche pour le VPN, ça marche pour les applications SaaS, ça marche pour verrouiller le poste de travail lui-même. Et ça, en télétravail, c'est aussi important, hein, que moi, quand je télétravaille à la maison et que je quitte mon poste, alors vous allez peut-être me prendre pour un parano, mais je verrouille mon poste à chaque fois que je vais me prendre un café. Et je le déverrouille quand je reviens. Et pourtant, je suis chez moi. Donc, mais bon, c'est un réflexe que j'ai pris, que j'ai partout, et autant l'avoir. On peut aussi sécuriser l'administration des appliances de sécurité, l'administration des solutions de sécurité qui sont en cloud. Vous pouvez rajouter du MFA. Par exemple, si vous avez une solution d'antivirus ou d'EDR en cloud, on va en parler, rajoutez le MFA parce qu'il n'y a rien de pire qu'un pirate qui prend l'accès à votre console de vos produits de sécurité et qui va aller gentiment les désactiver. Il s'ouvre la porte vraiment tranquillement. Donc le MFA aujourd'hui c'est plus une option, c'est vraiment une nécessité. Surtout qu'on est vraiment sur des produits qui sont maintenant complètement accessibles. Je vous laisserai revenir
vers Rémi pour des offres commerciales si vous le souhaitez. Mais c'est simple pour l'utilisateur. Il va avoir un mot de passe unique, même un portail avec toutes ces applications dans lesquelles il va pouvoir cliquer. Moi, je me log le matin, je me log à mon portail d'authentification avec mon MFA, j'ai toutes mes applications, je clique sur celle sur laquelle je veux travailler et c'est parti. C'est extrêmement simple. J'ai même tendance à penser que ça simplifie le télétravail. Donc, l'authentification multifacteur va vous permettre de faire cette gestion des identités avec le token par smartphone. Si vraiment vous n'avez pas le smartphone, on a des tokens physiques. Vous savez, c'est des petites, des petits. Je vais passer pour un vieux si je dis ça, mais comme des Tamagotchi ou des beepers, sur lequel le code va arriver. C'est moins sécurisé que l'application, puisque vous pouvez vous le faire voler. Hein, donc attention. Le mieux, ça reste quand même le smartphone. Parce que le smartphone, vous avez déjà plusieurs authentifications dessus, et puis il y a de la biométrie, il y a des choses qu'on n'aura pas sur le token physique. Bon, maintenant, à défaut de ne pas avoir le smartphone, le token physique est quand même intéressant à avoir. Ça monte le niveau de sécurité et ça empêche les cas de figure dont on en a parlé avant. Et puis, le MFA permet aussi de sécuriser son Windows, son poste Windows ou Mac. Et donc, on ne pourra se loguer que si on a son appli. L'appli n'a pas besoin d'être connectée. Hein. Elle marche en mode connecté et en mode déconnecté. C'est-à-dire que je veux déverrouiller mon poste avec du MFA quand je suis dans l'avion, pas de souci, ça fonctionne. Si vous ne croyez pas, si vous me croyez pas, pourtant j'ai une bonne tête, mais parfois on me croit pas, sur le fait que vos utilisateurs ont pu se faire pirater, si vous avez un compte WatchGuard, et puis si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. On a un outil qui s'appelle le Dark Web Scan. Le Dark Web Scan, vous allez rentrer votre nom de domaine, et ça va vous donner, WatchGuard va vous donner l'ensemble des failles de sécurité que nous on a référencées qui vous concernent. Vous pouvez vous envoyer un rapport avec toutes ces failles, comment ça vous a affecté, les mots de passe, les utilisateurs qui ont été touchés, etc. Et c'est assez rare qu'une entreprise génère son rapport et qu'il n'y ait rien. Je peux vous le dire tout de suite. C'est pas du spoil, c'est assez évident. N'hésitez pas non plus, dans cet esprit de culture cybersécurité avec vos utilisateurs, à pousser l'authentification forte dans le domaine perso. Alors pour la banque, c'est maintenant obligatoire, hein. Je pense que vous n'avez pas une appli bancaire, qui ne vous le demande pas. Je ne vais pas citer le nom de ma banque, mais j'ai failli le faire. Mais voilà, j'ai du MFA dessus. Pour vos emails, moi j'ai un vieil email en Yahoo. Oui, il y a encore des gens qui ont des emails en Yahoo, j'en fais partie. Si vous êtes si vous avez suivi un petit peu la cybersécurité comme moi depuis des années, vous savez que Yahoo s'est fait pirater à peu près 22 fois. Vous allez me dire, mais alors pourquoi rester chez Yahoo? Parce qu'une entreprise qui s'est fait pirater 22 fois, au bout d'un moment, elle a monté son niveau de sécurité. Là où certaines qui ne l'ont pas été ne le sont pas. Ce qui fait que pour me connecter à mes emails déjà depuis de nombreuses années, j'ai du MFA sur mon Yahoo. Je ne peux pas me connecter sur un PC sans valider avec mon téléphone et mon appli Yahoo que j'ai le droit de regarder, mes mails. Merci, Fanny. Rien, c'est bon. Pour le lien de Fanny, oui, d'accord. Oui. Et c'est un peu un paradoxe d'ailleurs, si vous regardez bien, c'est que vous avez un certain nombre de vos utilisateurs qui utilisent du MFA à titre perso et qui ont pris l'habitude et que ça ne dérange absolument pas, alors que dans le domaine pro, ils ne le font pas encore. C'est-à-dire qu'ils ont un meilleur niveau de sécurité dans le perso que dans le pro, ce qui est quand même un peu contradictoire. Bon, cela dit, pour les clients Axido là, autour de la table ou les futurs clients, la partie messagerie est maintenant assez classiquement sur 365 et sur 365, on active quasi de façon automatique dans tous nos déploiements cette partie MFA qui, à partir du moment où vous êtes sur votre PC, sur votre téléphone, ne va pas vous demander cette double authentification. Donc ça devient transparent. Il y a une clé de sécurité pour l'application qui endure. Et donc, ça va vous sécuriser parce que ça sera que quand vous connecterez sur un poste qui n'est pas le vôtre, vous aurez cette contrainte, mais qui va vous permettre quand même de vous assurer que si ce n'est pas vous, quelqu'un d'autre ne peut pas usurper votre compte de messagerie.
Mais c'est vrai que Mais je ça, c'est parce qu'ils ont rejoins, un intégrateur qui a des bonnes pratiques. voilà, mais effectivement, je rejoins ce propos-là, Pascal, qui est que maintenant, il faut commencer à le mettre sur ses comptes perso et Gmail, Hotmail, enfin, il le propose maintenant de base. Alors, je vous ai mis un petit screenshot de mon hotpoint perso, où j'ai mon token d'entreprise WatchGuard. Vous voyez d'ailleurs qu'on ne le voit pas parce qu'il faut que je remette mon empreinte pour pouvoir le voir. C'est une option de sécurité. Et que j'ai intégré le Ah, double quand même. facteur de Facebook, d'Instagram, de Google. Bon, j'avais un compte Yonos, j'en ai plus, donc ça sert à. Mais voilà, on peut. L'appli Hotpoint WatchGuard est compatible avec tous les systèmes de double authentification. C'est un système ouvert. Tout ce qui est avec un one-time password, ça fonctionne. Ce qui évite de multiplier les applications d'authentification multiples. Hein. C'est rien de plus désagréable d'avoir un Google Authenticator, un Hotpoint, plus 3 autres applis d'authentification dessus. Vous pouvez tout regrouper dans la même. Il se trouve que c'est la nôtre, donc ça tombe bien. Une chose essentielle dans le télétravail et pour les administrateurs de l'infrastructure, c'est de redonner de la visibilité. Souvent, c'est ce qui manque. On ne sait pas ce que font les télétravailleurs. Mais savoir qu'un télétravailleur va sur un site dangereux à partir de son PC pro, ça fait partie du monitoring de sécurité indispensable. Et ça, on va l'avoir par les outils WatchGuard et notamment DNS WatchGo qui va vous donner des rapports sur les sites qui sont visités par les utilisateurs. Quand bien même ils ne passent pas par le firewall, on va avoir cette visibilité qui va être redonnée. Je voulais parler rapidement de l'usage du PC perso, même si je pense que j'ai été un petit peu clair tout à l'heure. Pour moi, un PC perso, il est déjà piraté de base. Faut partir de ce principe-là. Donc, on va éviter des connexions RDP directement sur Internet. On va utiliser, si vraiment il faut un PC, on n'a pas le choix qu'il faut utiliser le perso, effectivement, on va utiliser des solutions d'accès à bureau à distance, mais qui passent par des proxys en fait, qui vont sécuriser la connexion un minimum avec du MFA. Pourquoi du MFA? Exactement pour le cas de figure dont je vous parlais tout à l'heure. Imaginez le PC perso, la personne doit l'utiliser pour avoir son bureau accès à distance. S'il est en train de taper son mot de passe au clavier et que ce mot de passe est capturé, il n'y a que le MFA qui peut empêcher l'attaque de se faire après. Parce que le MFA, il faudra qu'il valide. Et ça, il n'y a que l'utilisateur qui pourra le faire. Et donc, un pirate qui aura volé le mot de passe dans ce contexte-là ne pourra rien faire d'autre. Donc, très clairement, dans le cadre du PC perso, l'usage unique et seul des mots de passe est complètement à proscrire. C'est vraiment le cas de figure où le MFA va augmenter énormément le niveau de sécurité, encore plus que les autres cas de figure. Et non, il ne vous suffit pas de mettre un antivirus sur le poste perso pour vous permettre de faire ensuite un tunnel. Un antivirus aujourd'hui, ça va bloquer toutes les attaques qui sont connues, tous les malwares qui sont connus. Depuis 1 an et demi, les malwares connus, le ratio entre les malwares connus et ce qu'on appelle les zero day, donc les attaques nouvelles, inconnues qui partent sur des malwares qu'on n'a jamais vus. Il y a 2 ans, le ratio, c'était 60-40. 60% étaient connus, 40% étaient inconnus. Tout au long de cette année 2021, on est sur un ratio inverse. C'est-à-dire que l'antivirus arrive à bloquer à peu près 30% des malwares connus et tout le reste est inconnu. C'est-à-dire que tout le reste n'est absolument pas bloqué par un antivirus. Est-ce que ça veut dire que l'antivirus est mauvais? Non, ça veut juste dire qu'on est toujours dans cette course à la technologie qu'on a depuis 30 ans dans la cybersécurité. C'est-à-dire que l'antivirus ne suffit pas, il faut rajouter d'autres couches de sécurité, d'autres mécanismes de protection. Et c'est pas juste en mettant l'antivirus de Microsoft sur votre machine que vous serez protégé. Ça vous mettra un certain niveau de curseur. Il se trouve qu'en 2021, avec un simple antivirus, ce curseur est très bas. Il ne suffit pas. Ça, je vais le passer, c'est un peu spécifique. Juste, je vous avais dit que je vous redonnerais une statistique donnée par l'ANSSI. L'ANSSI, l'année dernière, a sorti un rapport sur l'état de la menace des rançongiciels. Et dedans, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils mettent les vecteurs d'attaque qui sont couramment utilisés.
Et un des vecteurs d'attaque couramment utilisés, c'est le bureau d'accès à distance, c'est le RDP qui constitue une menace importante. Donc il y a plein de moyens de le sécuriser. Il y a le MFA, mais pas que. Le fait d'avoir un logiciel de protection du poste de travail qui va aussi bloquer les attaques RDP. Des choses bêtes, hein, quand on attaque un RDP, un pirate, ce qu'il fait, c'est qu'il va essayer plein de mots de passe. S'il en essaye trop, au bout d'un moment, on va le bloquer. On va bloquer les connexions entrantes, on va bloquer toutes les connexions qui paraissent un peu dangereuses. Donc, il y a des moyens de sécuriser le RDP. Par contre, ce qu'il ne faut jamais faire, c'est mettre un bureau d'accès à distance, mettre du RDP accessible sur Internet. Malheureusement, il y en a beaucoup qui font ça, qui ouvrent sur le firewall l'accès au RDP. Et là, vous pouvez être sûr que tout de suite, dans les minutes qui suivent, vous allez avoir des pirates qui vont tenter de rentrer et de forcer les mots de passe. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'est un des vecteurs d'attaque très, très communément employés. C'est ce qui a valu une attaque à Fleury Michon, d'ailleurs, il y a quelques temps. Ils avaient du RDP mis à partir d'Azure, en se disant, Azure, c'est sécurisé. Mais non, Azure, c'est pas plus sécurisé si vous ne le sécurisez pas. Il faut aussi mettre un firewall, il faut aussi protéger son RDP. Ils ne me l'avaient pas fait. Donc, voilà, ils ont pris un brute force et c'est rentré par là. Un brute Et force. j'en profite, même si on arrive un peu à la fin là, de notre présentation, parce on fait une petite table ronde juste après où on parlera d'Azure. Et effectivement, nous, sur nos plateformes Azure, où on fait du lift and shift pour de l'hébergement d'appli, un peu équivalent de ce qu'on fait sur notre data center, toute la sécurité est assurée par des VM qui hébergent un WatchGuard, une appliance WatchGuard virtuelle avec lesquelles on gère exactement les mêmes niveaux de sécurité voilà, les mêmes règles de sécurité que sur nos infra locales, on-premise. Donc, ce que je Exactement. propose, c'est Pascal, qu'on aille quand même à la conclusion là, Ouais. parce qu'on arrive à la fin là, de notre session et il y a d'autres personnes qui voudraient rejoindre, dont moi, la session Pas de souci. d'après. Le dernier slide, pour moi important, il y en a quelques-uns après, mais je peux finir sur celui-ci. C'est vraiment la protection du poste de travail qui certes doit avoir son antivirus et il doit être à jour, mais ça ne suffit pas, comme je disais, en termes de technologie. Il va falloir rajouter de la détection comportementale avec des techniques antivirales avancées, ce qu'on appelle de l'EDR, un terme un peu barbare, mais on va dire c'est la technologie qui va permettre de détecter des malwares inconnus ou des techniques d'attaque inconnues. Aujourd'hui, ne pas avoir un EDR et rester juste un antivirus, c'est être à 30% de protection, pour le dire schématiquement. Rajouter du MFA sur le poste, rajouter de l'anti-hameçonnage, rajouter du filtrage d'URL sur le poste. En fait, il faut considérer que tout le niveau de sécurité qu'on peut avoir sur un firewall pour protéger un réseau, quand votre poste de travail il est en télétravail, il est tout seul face à Internet, logiquement, il lui faut le même niveau de protection. Il lui faut les mêmes technologies de protection. Donc, un antivirus, des techniques de détection comportementale, du MFA, de la sandbox, toutes ces techniques qu'on connaît, qu'on utilise sur du firewall pour protéger un réseau, eh bien, on peut les avoir, elles existent avec les solutions WatchGuard, avec de l'EDR, avec de l'antivirus, avec du MFA, avec du DNS Watch, tout ça sur son poste de travail. Et ça permet aussi de récupérer cette visibilité, ce contrôle de flux. On a tout ça je vais passer ce détail-là, dans un bundle qui s'appelle WatchGuard Passport, qui regroupe le DNS Watch pour la visibilité et l'anti-phishing, le MFA et l'antivirus et l'EDR, comme une solution complète de protection du poste de travail et de télétravail. N'hésitez pas à prendre des rendez-vous et puis surtout, télétravaillez bien. Eh ben, merci Pascal pour cette présentation très exhaustive avec un bon focus sur cette partie poste de travail perso en mode télétravail. Effectivement, on n'a pas toujours la possibilité d'avoir 2 ou 3 postes à dispo. En plus qu'on est de plus en plus à bosser à la maison. Et donc, à disposition, autant que Pascal, là, si vous avez besoin de partager pour la suite là, et sur ces différents sujets. Nous, avec nos clients, on a une discussion en cours sur
les évolutions de toutes les plateformes de sécurité qui sont déjà déployées et qu'il faut continuellement, effectivement, mettre à jour, upgrader, la formation des utilisateurs, l'équipement des postes. Enfin, tout ça est un sujet qui est sans fin. Et quand on plonge dans la sécurité, c'est une mer sans rivage, mais dans laquelle il faut savoir bien naviguer, quoi. Merci à tous. Désolé, on va bypasser la petite séance questions-réponses parce qu'on va vous laisser vous rendre sur les prochains stands et en particulier un stand qui est une table ronde autour de l'intégration Dynamics, Dynamics 365 et un peu de sécurité encore sur Azure avec aussi la plateforme EMS, Enterprise Mobility Security. Voilà, donc merci à tous et j'espère que ça vous aura bien profité. Au revoir. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.